Bonjour, merci d'être parmi nous. Franck Fischbach, vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire de la philosophie allemande moderne et contemporaine et de la philosophie sociale. Vous avez notamment investi philosophiquement la question du travail. Dans vos nombreux ouvrages, vous avez une facilité d'écriture, vous avez notamment publié Après la production, Travail, nature et capital, qui a été publié en 2019 aux éditions Vrin, dans lesquels vous proposez une critique de la production à partir d'une relecture de Marx, Heidegger et de la théorie critique. Vous invitez à ne pas confondre travail et production, nous y reviendrons dans le cours de l'entretien, et vous soutenez que l'épuisement des ressources naturelles et l'épuisement des humains participent de la même logique mortifère, la forme spécifiquement capitaliste de la production et non l'activité humaine en général, comme le suggère le concept d'anthropocène. Donc vous contribuez ainsi à repenser le travail en développant une autre conception du travail que vous appréhendez comme le lieu véritable où des activités de coopération entre humains et avec la nature peuvent s'éprouver et se soutenir. Donc j'avoue que c'est assez stimulant d'avoir d'autres manières de penser le travail. Vous avez donc co-dirigé avec Anne Merker, Pierre-Marie Morel, Emmanuel Renaud, l'ouvrage collectif donc Histoire philosophique du travail, publié aussi chez Vrin en 2022. Cet ouvrage collectif rassemble donc les différents textes d'intervention qui ont été donnés dans 3 colloques organisés dans le cadre d'un programme de recherche intitulé Philosophie de la centralité du travail, qui s'est déroulé entre 2014 et 2017, que vous avez coordonné avec Emmanuel Renaud et qui, à mon avis, il faut le dire, a été financé par l'Agence nationale de la recherche. Voilà. C'est une collaboration de 3 équipes de recherche, le Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine de l'Université de Strasbourg, l'Institut d'histoire de la pensée classique de l'École normale supérieure de Lyon et l'unité de recherche sociologie, philosophie et anthropologie politique de l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Voilà, pour une petite présentation rapide. Donc merci d'être parmi nous dans cette émission de bande passante donc, qui vise à discuter, à débattre autour d'un livre qui est dans la bataille des idées. Et donc là, forcément, l'histoire philosophique du travail et donc réfléchir à la question du travail, notamment dans la période actuelle, est réjouissant. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vais commencer par vous demander, vous commencez donc dans votre introduction collective tout de suite sur la question donc, de la fin du travail qui a été assez mise en avant dans les années 90, même si jamais après ça a été décrié, pour notamment le livre de Jérémy Rifkin, La fin du travail, ou celui de Dominique Méda, et lié à une période de destruction massive des emplois industriels. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a un nouveau discours de la fin du travail, ou en tout cas du dépassement du travail, avec le développement notamment de l'intelligence artificielle. Donc pourquoi critiquer ces discours actuels qui prendraient la fin du travail ? Et d'un autre côté, de la contrepartie, vous avez fait le parti pris de poser la centralité du travail. Donc qu'est-ce que vous entendez par cette centralité du travail ? Et aussi donc par le concept de travail. Très bien, merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis très, très heureux d'avoir cet entretien avec vous sur la question du travail qui est en effet tout à fait actuelle et qui est au cœur même des enjeux politiques et sociaux les plus brûlants dans notre actualité. Alors, j'en viens tout de suite à vos questions. D'abord, pourquoi être critique à l'égard des thèses relatives à la fin du travail ? Bon, d'abord, vous avez cité Dominique Méda, elle est elle-même revenue sur ses propres analyses de la fin des années 90 et elle s'est détachée de cette idée de fin du travail. Critique à l'égard de cela, d'abord parce que ça procède au fond d'une invisibilisation du travail, qui est une grande constante et qu'on a repéré d'ailleurs dans notre travail collectif, qui est une grande constante de l'histoire de la philosophie, à quelques exceptions près, sur lesquelles on reviendra peut-être. Il y a évidemment des grands penseurs du travail dans l'histoire de la philosophie, Marx évidemment, et d'autres, Hegel avant lui, et on pourra en mentionner d'autres. Mais enfin, il y a quand même une tendance à l'invisibilisation du travail, et le discours sur la fin du travail en fait partie. Comme si on allait enfin pouvoir se détacher de cette
activité pénible, etc., forcément pénible, dont on ne peut guère attendre autre chose que l'aliénation, la souffrance, etc. Bon, ces discours sont tout à fait artificiels, hein, d'abord parce qu'ils occultent un certain nombre de phénomènes, comme par exemple le fait que ce n'est pas du tout d'une fin du travail qu'il s'agit, mais de son transfert ailleurs. C'est-à-dire si le travail change de forme dans les pays du centre de l'économie monde ou des centres de l'économie monde, c'est aussi parce qu'on a transféré ailleurs et rendu par là même aussi invisibles des tâches de production qui sont toujours bel et bien réelles et qui s'effectuent toujours dans des conditions tout à fait pénibles et particulièrement difficiles pour une grande partie de l'humanité. Donc on ne les voit plus chez nous, mais c'est ailleurs en réalité. Donc fin du travail en Occident, voilà, mais pas du tout fin du travail dans les sous-sols des usines d'Asie, par exemple. Voilà. Donc, alors, contre cette idée de fin du travail, effectivement, nous avons, je dis nous, puisque nous étions plusieurs dans cette aventure collective qu'a été cette recherche sur l'histoire philosophique du travail, nous opposons à cela la notion de centralité du travail. Donc non seulement il n'y a pas de fin, il y a des transferts de travail, il y a des changements de forme, bien entendu, ça on ne le nie absolument pas, mais nous maintenons qu'au-delà de ces changements de forme, le travail reste central. Et il reste central sous de nombreux aspects. La centralité du travail, pour nous, ça a un sens. Ça a plusieurs sens. Une centralité anthropologique, je dirais, une centralité psychologique, une centralité sociologique. Alors, centralité anthropologique, c'est d'abord l'idée que l'on trouve chez de nombreux penseurs, mais par exemple chez Marx ou chez Engels, c'est l'idée que, au fond, c'est un propre de l'homme que de travailler. C'est quelque chose qui est essentiellement humain. Et donc, d'où cette idée de centralité anthropologique qui a pris chez Engels des proportions assez étonnantes quand on relit certains passages dans la dialectique de la nature, par exemple, où il explique que l'hominisation est passée par le travail. Donc, c'est pas seulement que le travail est une spécificité humaine, c'est carrément le travail qui a fait l'homme, en un sens, qui a construit, y compris physiologiquement, l'être humain comme tel. Donc ça, c'est la centralité anthropologique, en un sens. Mais après, il y a une centralité psychologique. C'est la place qu'occupe le travail dans notre vie psychique de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Et avec, par exemple, l'idée qui est démontrée en psychologie du travail et en psychodynamique du travail, les dégâts qu'un mauvais travail peut causer sur la vie psychique des individus, et l'extension qu'une expérience négative du travail peut avoir dans la vie psychique et sur l'équilibre psychique d'un individu. Ça, c'est la centralité psychologique. Quant à la centralité sociale ou sociologique, bon, là, au fond, elle est démontrée de longue date. On peut penser à Durkheim, par exemple, à la division du travail social, et à la façon dont Durkheim a montré que les sociétés modernes sont des sociétés à division organique du travail, c'est-à-dire c'est des sociétés dans lesquelles les individus se consacrent à des activités qui sont différentes les unes des autres, mais qui sont toutes complémentaires les unes des autres, et que c'est une caractéristique des sociétés modernes. Donc là, ça veut dire que les sociétés modernes, au fond, sont structurées autour du travail, d'où cette idée d'une centralité. D'accord. Et donc justement, la centralité, vous l'avez bien expliqué, mais qu'est-ce que vous entendez par travail ? Et finalement, pour revenir un peu sur Hannah Arendt, qui est souvent citée parce qu'elle a une place importante dans la philosophie sur cette question, qui explique que le travail est de l'ordre de la nécessité, et en ce sens, est anti-politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie et pourquoi c'est pas une définition qui vous intéresse pour penser le travail ? Oui. Alors, définir le travail est une chose compliquée. Pour trouver une définition qui soit à la fois suffisamment précise et en même temps suffisamment englobante, nous avons essayé de le faire, Emmanuel Renaud et moi, dans l'introduction qu'on a donnée à une anthologie de textes qui s'appelle Philosophie du travail, texte clé chez Vrin, qui est sorti en même temps que l'histoire philosophique du travail à l'automne 2022. Donc toute notre introduction est un essai de définition du travail. Mais passer par Hannah Arendt est une bonne chose. D'abord parce que, même si, comme je vais l'être après, on peut être relativement critique à son égard, il y a néanmoins une chose qui me paraît d'emblée essentielle, c'est que son analyse du travail, elle prend place
dans un livre qui, en français, est connu sous le titre de Conditions de l'homme moderne, mais dont le titre, par exemple, dans l'édition allemande, le titre c'est Vita Activa, la vie active. Donc en fait, l'enquête de Hannah Arendt portait sur les différentes formes que prend la vie humaine en tant que vie active, en tant que vie qui déploie une activité. Ça, c'est l'aspect essentiel déjà d'une définition du travail. C'est-à-dire le travail, il faut le prendre sous l'angle de l'activité en laquelle il consiste. Et après, cette activité prend différentes formes, mais le point de départ, c'est de partir de cette notion d'activité. Et ça, on peut dire qu'on le doit en un sens à Hannah Arendt. Bon. Après, évidemment, on peut ne pas la suivre tout à fait, ou jusqu'au bout, et notamment dans la distinction qu'elle propose entre trois ordres d'activité, ou trois formes d'activité. La première, donc, c'est ce qu'elle appelle le labor, donc on traduit par travail. C'est l'homo faber, pardon, c'est l'homo laborans, excusez-moi, c'est le second, l'homo faber, l'homo laborans. Donc ça, c'est l'activité déployée par un corps, l'activité organique confrontée à une matière qui transforme cette matière pour satisfaire des besoins. Donc c'est une activité de production immédiatement connectée à une consommation. Donc elle insiste sur le fait que les produits de cette activité sont, au fond, n'ont rien de permanent, sont destinés à être annihilés par la consommation, et c'est un degré très, très faible d'activité, parce que c'est une activité quasiment organique, et qui se répète à l'infini. C'est-à-dire on n'en a jamais fini, c'est-à-dire on produit pour consommer, on consomme, on reproduit, etc. Donc c'est une activité cyclique, de type, au fond, de type naturel. Donc ensuite, elle passe à ce qu'elle appelle en anglais « work », ce qui est une deuxième manière de parler du travail. Alors dans les traductions françaises, le fait que ce deuxième niveau soit encore une façon de parler du travail passe parfois inaperçu, puisque les traducteurs français ont souvent décidé d'appeler ça « l'œuvre ». Voilà. Alors, le problème, c'est que production d'œuvres, voilà. Mais tout ça est bien joli, mais le problème c'est qu'on ne voit plus que les deux mots qu'elle utilise sont deux mots anglais pour parler du travail. Il se trouve que nous n'en avons qu'un, ou alors on peut dire labeur pour le premier et travail pour le second. Donc c'est work, voilà. Alors là, ce travail-là, c'est une activité aussi, une activité de production, c'est vraiment la poiesis des anciens. Donc c'est l'activité qui produit des objets d'usage, qui ont une valeur d'usage, comme dirait Marx, mais qui subsistent dans le monde. C'est-à-dire ce n'est pas des produits qui sont annihilés par la consommation. Et ces produits-là du travail sont constitutifs d'un monde humain. On en est environné. Il suffit, voilà, c'est l'architecture, c'est les objets d'usage qui nous entourent. Voilà, ils ont une subsistance dans le monde. Donc ça, c'est une poiesis, c'est déjà mieux que le degré en dessous, c'est l'homo faber. Voilà. Et ensuite, troisième manière d'être actif dans le monde, c'est l'action. C'est ce qu'elle appelle l'action. Ça, c'est ce qui relève de ce que les anciens appelaient la praxis. Donc, c'est l'action morale et politique, celle qui n'engendre rien d'extérieur à l'agent, qui ne produit rien, ce n'est pas une activité productive, et c'est une activité qui consiste essentiellement dans ce qu'on est en train de faire, par exemple, l'échange de paroles, la réflexion, la communication, la délibération, donc c'est une activité politique par excellence. Donc d'ailleurs, Hannah Arendt situe la politique de ce côté-là, à ce plus haut niveau pour elle, qu'est la praxis, l'action, c'est là que se situe l'essence de la politique. Bon. Alors là où, personnellement, je suis critique, c'est que cette manière de situer la politique entièrement du côté de la praxis, de la communication, de la délibération en commun, etc., c'est-à-dire au fond de ce qui se passe dans une assemblée ou sur une agora, puisque le modèle d'Hannah Arendt, c'est la démocratie grecque, athénienne en l'occurrence. Faire cela, ça veut dire enlever la politique des deux niveaux précédents. Or, une des thèses que je défends avec d'autres, c'est l'idée qu'il y a de la politique dans les deux niveaux précédents. Le premier niveau, au fond, celui de ce qu'elle appelle labor, le labeur, c'est ce qui relèverait
de ce qu'on appellerait, de ce qu'on pourrait appeler la sphère privée. Le second niveau, le work, c'est ce qu'on pourrait appeler, dénommer du nom de la sphère sociale. Donc ce que Hannah Arendt nous explique au fond, c'est qu'il n'y a pas de politique dans la sphère domestique et qu'il n'y a pas de politique dans la sphère sociale. Alors évidemment, ça a des conséquences quand même assez vastes et profondes. Et au fond, tout ce qui s'est fait après Hannah Arendt, si je puis dire, ou même déjà à son époque, si on pense à Simone de Beauvoir, qui est une contemporaine exacte d'Hannah Arendt, tout ce qui s'est fait depuis s'est fait contre cette idée. À commencer par l'idée que dans la sphère domestique, il y a évidemment de la politique. Ça, c'est le féminisme qui l'a montré. Et évidemment, dans la sphère sociale, il y a de la politique. Ça, on le savait un peu avant. On peut dire qu'en gros, depuis Marx, c'est à peu près attesté. Voilà. Donc, du coup, moi, je veux bien qu'on distingue, comme elle le fait, entre ces deux types d'activités de travail, celles qui sont plutôt reproductives, comme on pourrait dire aujourd'hui, en s'appuyant aussi d'ailleurs sur le féminisme, qui sont, et work, ça serait l'activité productive, mais les deux sont politiques. Il n'y a aucune raison d'abstraire la politique et de la déplacer, comme elle le fait, dans la seule communication, dans la seule délibération. Évidemment qu'on délibère sur le lieu de travail, au sens de work, au sens du social, et heureusement qu'on délibère sur le lieu de travail. Et heureusement qu'on peut délibérer aussi sur la sphère domestique, ou au sujet de la sphère domestique, et considérer qu'elle est politique, et que la question de la division du travail dans la sphère domestique est une question politique. Donc ça, ces questions-là, au fond, si on est arendtien jusqu'au bout, on ne peut pas les poser, puisque la politique, elle n'a qu'un seul lieu, au fond, c'est l'agora. C'est public pour elle, c'est pour ça que c'est bien. Et sur la question de travail, après on va avancer parce qu'il y a beaucoup de questions, mais justement parce que finalement, à chaque fois, chez les contemporains, quand on dit travail, on pense quand même à l'activité rémunérée, à celle qui permet de vivre. Et vous, il y a un intérêt philosophique. Pourquoi il y a un intérêt philosophique à penser en même temps et l'activité rémunérée, etc., mais après toutes les autres formes de travail, comme le travail domestique ou le travail militant ou bénévole. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de la nécessité d'obtenir une définition suffisamment large du travail, et qui soit néanmoins précise. C'est tout l'enjeu. Il ne faut pas qu'on perde en précision quand on étend la définition. Mais étendre la définition, ça veut par exemple dire ne pas assimiler le travail au seul emploi. Parce qu'au fond, ce que vous venez de dire, restreindre le travail au travail salarié, ça veut dire restreindre le travail à l'emploi. Alors c'est une restriction qui est très courante aujourd'hui, y compris dans les discours politiques. Voilà. Mais l'activité humaine de travail est bien plus large que le seul emploi. Et les êtres humains ont travaillé bien avant que nous vivions dans des sociétés au centre desquelles s'est trouvé l'emploi salarié. Voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire avoir une définition suffisamment large du travail, une compréhension suffisamment large du travail, qui permette de tenir compte de la variété des activités humaines de travail et du fait qu'elles débordent très largement la sphère qui est effectivement la sphère la plus visible et sans doute la plus centrale dans les sociétés capitalistes, qui est le travail, l'emploi salarié. Voilà. Mais on travaille à la maison sans être rémunéré la plupart du temps, et la plupart du temps sont des femmes qui s'en chargent. On travaille aussi en dehors de l'emploi. Un étudiant travaille, il le sait très bien, il va travailler en bibliothèque, ce n'est pas un abus de langage, il travaille. On travaille son piano, on travaille son latin. Voilà. Il y a plein d'autres manières de travailler que d'être au bureau de telle heure à telle heure et d'être rémunéré pour ce temps de présence dans un bureau ou à l'usine ou à l'atelier. D'accord. Donc, vous apportez aussi, travaillant sur les concepts, donc la société du travail et la société de travail. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux concepts et pourquoi vous faites cette distinction ? Oui. Alors, effectivement, ça paraît un peu limite. Enfin, je veux dire, on ne voit pas trop, a priori. Alors, c'est vrai qu'en plus, bon, ça, vous disiez en commençant que mon domaine, c'est la philosophie allemande. Alors, c'est vrai que ça se voit mieux en philosophie, en allemand, pardon. Gesellschaft der Arbeit, d'un côté, et Arbeitsgesellschaft de l'autre. Donc, on voit mieux la différence. Je dirais que nous vivons dans une société de travail, mais pas dans une société du travail.
hein. Nous vivons dans une société de travail, c'est-à-dire une société dans laquelle, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, le travail salarié est central, ce qui est le propre de toutes les sociétés de type capitaliste, et marqué par le mode de production capitaliste, puisque le travail salarié est central dans ces sociétés-là. Ça fait de ces sociétés des sociétés de travail, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles on travaille, beaucoup d'ailleurs. C'est une société plus productive que ne l'ont été aucune autre antérieurement dans l'histoire. Hein. Mais ce sont aussi, comment dire, des sociétés qui, précisément, ne reconnaissent pas la centralité du travail qui existe néanmoins en elles. C'est-à-dire qu'elles reposent sur le travail, ces sociétés, hein, mais elles ne s'organisent pas consciemment autour du travail. Voilà. C'est ça la différence. Une société de travail, c'est une société dans laquelle le travail est central et indispensable à l'existence même de ces sociétés. Il suffirait, comme disait Marx déjà à son époque, de s'arrêter une journée, que tout s'arrête une journée, voilà, que tout le monde s'arrête de travailler, on verra ce que ça donne. Hein. Donc on verra bien là le rôle que joue le travail dans nos sociétés, mais en même temps, ce rôle structurant du travail n'est pas explicitement reconnu. Hein. S'il l'était, par exemple, il y aurait une conscience nette et claire du fait que la solidarité entre les membres de nos sociétés repose sur le travail. Hein. C'est-à-dire que voilà, passer à une société du travail, ça veut dire reconnaître explicitement le rôle structurant du travail, hein, dans l'ensemble de la société, et ça veut dire aussi reconnaître que la société elle-même est, comme disait déjà Hegel, et comme l'a redit Durkheim après, hein, est le résultat d'une œuvre commune. Hein. On peut retrouver la notion d'œuvre d'Hannah Arendt de ce point de vue-là. Et comme disait Durkheim, c'est reconnaître que le travail est structurant, ça va changer par exemple le fait dont on se perçoit les uns les autres. Et comme disait Durkheim, on va commencer à se voir comme des coopérateurs. Hein. C'est-à-dire je commence à voir l'autre partenaire social comme un coopérateur. Et moi j'en suis aussi un. Et nous coopérons à l'œuvre commune qu'est la vie sociale elle-même. Voilà. Ça c'est une société du travail. Voilà. Et pas seulement une société de travail. Hein. Donc c'est une société dans laquelle hein, on reconnaît explicitement que le travail est central et on fait, alors pour le dire un peu autrement, on fait du travail au fond une norme d'organisation de la société. Hein, peut-être on peut l'exprimer comme ça, ce qui n'est pas le cas actuellement. Hein, d'un point de vue marxien, par exemple, on peut dire que la norme aujourd'hui, c'est pas du tout le travail, c'est pas le rôle, c'est pas la coopération que permet le travail, c'est pas ça qui est la norme autour de laquelle la société est organisée, c'est bien plus le marché, par exemple, hein, l'entreprise, hein, avec une certaine conception, en plus de l'entreprise. Hein. Les entreprises sont des sortes de monades repliées sur elles-mêmes, elles ne coopèrent pas entre elles, elles sont en situation de concurrence. Et donc, il y a tout ça. Donc une société du travail, c'est une société qui prend le contre-pied de tout ça. Hein. À la place de la concurrence, on met la coopération. Ça, c'est la différence, vous voyez, entre une société dans laquelle on travaille, mais qui est structurée autour du marché, ça c'est la société de travail, et puis une société du travail, là, ça rend d'autres choses centrales, comme par exemple la coopération. Donc là, c'est la société du travail, c'est plus ce qui devrait être. Oui. Que, voilà, ça, voilà. Et donc un objectif, on y reviendra. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai introduit la notion de norme, hein, conception normative du travail, hein, ou du travail, voilà, comme norme, hein, au sens où se régler, disons, sur l'idée de travail peut amener à des transformations sociales. Hein. Alors, donc vous opposez deux termes. Comme je l'ai un peu dit en introduction, qui sont quand même souvent considérés comme synonymes dans la pensée critique, donc le travail et la production. Donc ce qui permet de poser de nouveau la question écologique du rapport à l'humain, à la nature. Et vous appelez par exemple à libérer le travail de la captation productive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette distinction, travail-production, et comment on se libère? D'accord. Oui. Alors, bon, le point de départ, c'est la question de savoir, c'est pas tellement l'opposition travail-production, c'est la notion même de travail productif, hein, je dirais. Et or ça, c'est une catégorie hein,
qui a été travail productif, qui a été élaboré par Marx, mais déjà avant lui, dès Smith. Hein. Donc c'est vraiment un concept central dans l'économie politique, dans l'histoire de l'économie politique. Et Marx s'est réapproprié ce concept de travail productif et il s'est demandé, hein, mais au fond, qu'est-ce qui fait d'un travail un travail productif? Voilà. À partir de quel moment peut-on considérer qu'un travail humain est productif? Voilà. Et sa réponse, elle n'est pas très compliquée, au fond, elle consiste à dire que le travail devient, alors dans les sociétés capitalistes, hein, le travail devient productif lorsqu'il permet l'accroissement du capital. Donc ça veut dire que tout travail sera considéré comme productif lorsqu'il permet l'accumulation de valeur. Voilà. Donc, alors, on peut tirer des conclusions de cela. Hein. Ça veut dire qu'au fond, dans les sociétés qui sont les nôtres, c'est le capital qui décide de ce qui est productif et de ce qui ne l'est pas. Hein. C'est lui qui décide que tel travail est productif parce qu'il accroît le capital. Hein. Voilà. Alors, par exemple, vous voyez, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, travail domestique, féminin, eh ben, il ne sera pas considéré comme productif, parce qu'il n'accroît pas le capital. Hein. Il n'y a pas de prise de plus-value sur le travail domestique fait à la maison. Hein. On pourrait dire de manière indirecte, il y en a une, parce que ça... Bon, mais en tout cas pas direct. L'achat de produits ménagers. Voilà, oui, de cette manière-là. Oui, oui. Certes, oui, ou le fait aussi de rendre les membres de la famille capables d'aller se faire exploiter à l'usine. Donc indirectement, voilà. Mais il n'y a pas de captation directe de plus-value sur cette sphère-là. Donc, le capital décide que ce qui se fait à la maison, c'est improductif. C'est pas productif. Hein. Bon, alors après, l'idée, à mon avis, vers laquelle Marx est allé, et qui est la sienne au moment du Capital, au fond, ce qu'il faudrait faire, c'est libérer le travail humain, hein, de cette emprise sur lui de la logique productive, c'est-à-dire de la logique du capital. Hein. C'est, voilà, libérer l'activité humaine qu'est le travail comme activité par laquelle nous reproduisons les conditions qui permettent à la société et donc à ses membres, nous-mêmes, de continuer à vivre, hein, libérer cette activité-là de l'emprise sur elle, de cette instance qui décide de ce qui est productif et de ce qui ne l'est pas. Et qui, évidemment, aussi accroît l'exigence d'activité productive en permanence. On y reviendra peut-être. Hein, donc c'est pour ça que j'en arrive à dire que chez Marx, on a une philosophie du travail, hein, par opposition à une philosophie de la production, étant entendu que production, dans le capitalisme, ça veut dire productivité, ça veut dire donc accroissement de la valeur et au profit du capital. Hein. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de dire cela ? Comme vous le disiez tout à l'heure, on peut rejoindre par là la question écologique, hein, donc question éminemment actuelle. Pourquoi ? Mais parce que, d'ailleurs, ça nous permet d'approfondir aussi la définition du travail. Le travail est au fond une activité humaine qui assure une relation constante à la nature. Hein. C'est ce que Marx explique dans le livre 1 du Capital, où il dit que le travail, c'est de l'activité par laquelle les êtres humains régulent leur interaction avec la nature. On emprunte des choses à la nature, on les transforme, on en fait des choses utiles, on rejette des choses dans la nature, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ce que Marx appelle la relation métabolique, le métabolisme entre l'homme, alors on va dire les sociétés humaines plutôt, le métabolisme, la relation d'échange de matière, parce que le terme en allemand qu'on traduit par métabolisme, c'est vraiment Stoffwechsel, c'est échange de matière, c'est beaucoup plus matérialiste au fond, ou immédiatement matérialiste. C'est le travail humain qui régule donc ces échanges entre les sociétés et la nature. Et ensuite, ça explique aussi que le Marx du Capital considère que le travail humain lui-même est l'expression d'une force naturelle. C'est-à-dire la force humaine de travail est elle-même une force de la nature. Nous sommes nous-mêmes des êtres naturels, ce que Marx a toujours dit depuis les manuscrits de 1944. Nous sommes des Naturwesen, des êtres de la nature. Donc les forces qui sont les nôtres sont des forces naturelles. Donc en travaillant, nous ne nous extrayons pas de la nature. En un sens, au contraire, nous nous y inscrivons pleinement et nous entrons en relation avec le reste de la nature. Alors, cette relation-là, précisément, elle est perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire,
mais c'est le terme que Marx utilisait. On peut dire qu'aujourd'hui, on est peut-être au-delà de la simple perturbation. Elle est perturbée par la captation productive de l'activité humaine de travail. C'est-à-dire la manière dont le capital rend productive pour lui l'activité humaine de travail a pour conséquence de rompre la relation métabolique entre le travail humain et la nature. Donc là, on rejoint la question écologique, par cette idée que le devenir productif de l'activité humaine de travail, devenir productif qui est rendu possible par le capital, c'est lui qui rend l'activité humaine productive, c'est-à-dire productrice de valeur. Voilà. Le devenir productif donc, de l'activité humaine de travail par le capital a pour conséquence de déséquilibrer, voire de briser ou de rompre la relation métabolique entre l'homme et la nature, normalement assurée par le travail. C'est-à-dire, et cette rupture, alors vous me direz, ah oui, mais je dis ça dogmatiquement, à quoi se voit-elle? Cette rupture, elle se voit à l'épuisement. Et ce terme que Marx utilise. Il va parfois jusqu'à parler de dévastation. Verwüstung, dévastation de deux choses de façon simultanée. La force humaine de travail, comme force naturelle, qui est dévastée, qui est par le processus même de son devenir productif, et les forces de la nature elles-mêmes qui font aussi l'objet d'une dévastation simultanée. La chose qui a intéressé Marx à l'époque, c'est notamment la baisse, la question de la baisse de la fécondité des terres, etc. Bon. Une vision encore très localisée de la question écologique, mais ça a au moins le mérite d'exister. Ça permet de rebondir là, parce que vous avez donc dans cet ouvrage collectif écrit aussi un article, le salariat doit-il quelque chose à l'esclavage, capitalisme, esclavage et salariat selon Marx, et vous dites, il existe dans le capitalisme une tendance permanente à réinventer l'esclavage et à en produire de nouvelles formes. Est-ce que, donc là, je trouve que ça fait un petit lien, est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée? Oui, bien sûr. Bon, alors... ce dont il faut partir, évidemment, de ce point de vue-là, c'est ce que Marx fait lui-même. Il y a évidemment une différence importante entre le travail salarié et l'esclavage. Voilà, ce que j'ai écrit là ne veut pas dire, je dis ça par précaution, que j'assimile le salariat à l'esclavage. Pas du tout, il y a une grande différence, c'est qu'un salarié, c'est une personne juridique, avec des droits. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait d'elle un salarié, parce que sinon, il ne pourrait pas contracter. Donc, si on ne peut pas contracter, on ne peut pas non plus être salarié. On ne peut pas passer de contrat de travail. Donc, il y a quand même une grande différence qui est sur ce statut juridique du travailleur salarié, qui est une personne, à la différence de l'esclave, qui précisément n'est pas une personne. Bon, donc, voilà, ça c'est un... Mais en même temps, ce que je voulais dire dans cette phrase, c'est qu'il y a une tendance du capitalisme, Marx dirait même à une tripe, donc une pulsion propre au capitalisme, qui est au fond, qui est d'arracher le plus possible de surtravail, donc de mettre le plus possible la force de travail au travail, c'est-à-dire, pour rejoindre ce que je disais avant, la rendre le plus possible productive de valeur, donc permettant l'accumulation du capital. Ça, c'est une pulsion du capital. Et, autrement dit, il n'en a jamais assez. Il n'a jamais assez de travail. Il en a absolument besoin, parce que sinon, il ne peut pas se valoriser. Donc, il aura toujours tendance à faire reculer les limites. Donc ça nous amène à la dimension de la lutte des classes. C'est-à-dire que le capital ne connaît de limites que celles qu'on lui impose. De lui-même, il ne s'en donne jamais. Il ne se donne jamais aucune limite, ni dans l'exploitation de la force humaine de travail, ni dans l'exploitation des ressources naturelles. De lui-même, il ne se mettra jamais aucune limite. Il est l'illimité en marche. Voilà. Donc, il n'aura de limite que celle qu'on lui impose. Alors, c'est d'où l'importance pour Marx de la question du temps de travail, de la réduction du temps de travail. Voilà. C'est plus important, comme il dit, avoir une loi de réduction du temps de travail, ça vaut plus que tous les catalogues des droits de l'homme. Non pas que Marx soit contre les droits de l'homme, on ne va pas ressortir cette vieille chanson, évidemment que non, mais ce qui veut dire par là, c'est que quand vous travaillez 12 heures par jour, voire plus, ça vous fait une belle jambe,
d'être par ailleurs, que votre liberté de conscience soit reconnue et respectée, etc. Vous voyez, c'est juste ça qu'il veut dire. C'est très important, évidemment, hein, d'avoir la liberté de conscience et de parole, mais en même temps, si vous travaillez 12 heures par jour, vous n'allez pas pouvoir en faire un grand usage. Hein. C'est ça que Marx veut dire. D'où l'importance de limiter cette soif de travail qui est celle du capital. Hein, et dont la tendance, c'est ça que je veux dire, si on ne met pas de limite, il va toujours aller plus loin. Et donc, il retournera à l'esclavage s'il le faut. Hein. Alors, sous des formes qui ne seront pas celles de l'Antiquité, qui ne seront peut-être pas encore non plus celles des grandes plantations américaines, hein, quoique, hein, pour cela, il faut là encore, comme on le disait au début, il faut ouvrir les yeux au-delà de nos seuls pays occidentaux. Hein, voilà. Donc nous, effectivement, voilà, le salariat est central chez nous, on passe des contrats de travail, mais enfin, au niveau de l'économie monde, et le capitalisme est une économie monde, notre liberté de salarié se paye de formes d'esclavage tout à fait réelles ailleurs, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Asie. En et Afrique, de retour ici aussi, de travail à la tâche. Tout à fait, et de formes, tout à fait, de dégradation, même dans la période actuelle, y compris chez nous, on peut dire qu'on a vu apparaître des formes de travail qui sont des sorties du salariat. Hein, des sorties du salariat, Uber, enfin et compagnie, hein, comme par hasard, il n'y a plus de statut, il n'y a plus de droits, il n'y a plus de syndicats, enfin formidable. C'est le rêve du capitalisme. Hein. Donc à chaque fois qu'il a les moyens d'aller dans cette direction-là, il ira. Hein, voilà. Donc ça nous conduit au fait qu'il n'entend pas autre chose hein, que le rapport de force. Donc il faut construire un rapport de force pour le limiter, sinon... voilà. Et par exemple, parce qu'on est quand même en pleine actualité avec un petit mouvement social qui lutte contre la réforme des retraites, pour vous, cette volonté d'augmenter, parce qu'on nous dit toujours « Ah, on vit plus longtemps, donc il faudrait travailler plus longtemps », mais pour vous, est-ce que ça ne s'inscrit pas dans cette logique du capital d'essayer de pas de limite et de faire que le plus possible de notre vie soit consacré au travail conçu comme celui qui va pouvoir générer du profit. Tout à fait. Ah ben là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Là, le fait de repousser l'âge légal de 2 ans, il faut quand même noter que ça se fait en contradiction totale avec la tendance séculaire. Hein. Depuis Marx jusqu'aux années 70, 80, allez, on peut même avec la retraite à 60 ans, voilà, hein, jusqu'au début des années 80, la tendance séculaire a été une tendance à la réduction du temps de travail. Hein. Aussi bien d'ailleurs pour ce qui est du nombre d'heures travaillées par jour, du nombre d'heures travaillées par an et de la place prise par le travail sur la vie. Hein. Donc la tendance, voilà. Cette tendance manifestement s'est inversée. Hein. Et donc là, pourquoi elle s'est inversée? Sans doute parce que le rapport, le rapport social entre les forces en présence est devenu de plus en plus, à partir des années 70, de plus en plus favorable au capital lui-même. Hein. Donc il est repassé à l'attaque, c'est normal. S'il a moins de résistance devant, bah, il en profite, c'est ce que je disais tout à l'heure, il en profitera toujours. Voilà. Donc moins de résistance, et ben hop, allez, on remonte la durée du temps de travail. Hein. Et tout cela dans un contexte où le travail est devenu beaucoup plus productif, au sens capitaliste du terme en plus, hein, comme je le disais tout à l'heure. On nous donne des arguments de démographie, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire... mais on oublie de dire que la productivité du travail s'est considérablement accrue et qu'elle compense très largement le fait qu'il y a moins d'actifs aujourd'hui par rapport au nombre de retraités. Hein. C'est largement compensé par l'augmentation de la productivité du travail, y compris sous l'angle capitaliste du terme, c'est-à-dire en termes de production de valeur. Hein. Sauf que cette valeur, il faut aussi aller la chercher quelque part, si on veut financer un système de retraite par répartition. Hein. Voilà, c'est une chose qu'on ne fait pas. Mais vous voyez, on est en plein dedans, c'est tout à fait significatif que, en ce début du XXIe siècle, hein, pour la 4e fois, hein, on essaye peut-être j'en oublie d'ailleurs, hein, mais enfin, au moins 4, peut-être 5, je ne sais plus, on essaye de reculer l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite. Donc vous en avez dit déjà pas mal, mais je trouve que ça peut être pas mal d'essayer de les résumer, parce que finalement, donc, vous maintenez l'idée d'une utopie du travail, d'un lieu où on peut réfléchir à des alternatives et à le transformer. Et donc, vous en avez dit pas mal, hein, mais comment on pourrait résumer, en fait,
cette autre approche du travail et ses objectifs, et comment on pourrait justement aller vers un travail émancipateur réellement, et de permettre que l'accent soit mis là-dessus plutôt que sur sa dimension aliénante, etc. Ouais. D'accord. Voilà, je ne sais pas si j'ai pas très bien dit. Mais... Si, je vois ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Alors, bon, ça devient même très difficile de parler aujourd'hui de cette dimension émancipatrice du travail. Ça devient très difficile parce que l'expérience que les gens font aujourd'hui du travail, c'est de plus en plus, de nouveau de plus en plus, une expérience de pénibilité, une expérience d'aliénation, une expérience de manque de sens. Voilà, les gens vont au travail parce qu'il faut y aller, parce qu'il faut se nourrir, mais enfin, sans enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, ça explique en grande partie aussi la résistance, heureusement, que l'on voit contre cette réforme des retraites, parce que c'est très difficile aujourd'hui. Peut-être que le gouvernement ne s'en est même pas rendu compte, mais ils sont tellement déconnectés de la réalité que ça s'expliquerait aisément, mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça signifie aujourd'hui que de demander, le travail étant ce qu'il est, de demander aux gens de travailler 2 ans de plus. Pour beaucoup, c'est insupportable. C'est insupportable à cause de ce qu'est devenu le travail entre-temps. Donc, d'où la difficulté à continuer à parler de la dimension émancipatrice du travail. Alors, moi, j'essaye de reprendre cette dimension-là, mais en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un travail émancipé, et donc peut-être aussi émancipateur, serait un travail délivré de la pression productive qui s'exerce sur lui et qui vient du capital. Donc un travail qui se délivrerait le plus possible de cette pression et qui redécouvrirait en même temps sa dimension sociale, essentiellement sociale, c'est-à-dire le fait que le travail est une activité essentiellement sociale et socialement structurante. Et c'est aussi ça qui est perdu de vue dans le travail tel qu'il est aujourd'hui. Les gens travaillent de façon isolée, ou alors en concurrence les uns avec les autres, ils se tirent dans les pattes. Voilà. Donc là, on perd de vue ce que le travail a de social comme dimension, c'est-à-dire c'est une activité dont le sens est d'associer les gens les uns aux autres. Alors évidemment, c'est difficile à penser puisque la forme donnée au travail par le capitalisme, c'est pratiquement exactement l'inverse. Les gens sont dissociés parce qu'ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. Mais retrouver cette dimension-là, alors ça peut se faire. Ça peut se faire par exemple en maximisant la dimension coopérative ou coopératrice du travail. Cette dimension, elle est toujours présente dans l'activité de travail. Marx le savait très bien et c'est très intéressant parce que dans le livre 1 du Capital, il consacre un chapitre à la coopération. Alors on s'attend à ce qu'il parle des coopératives, il en a parlé, il a d'ailleurs dit dans l'adresse à l'international que c'était un des gains majeurs de l'histoire du mouvement ouvrier. Il y en a 2, c'est la réduction du temps de travail et les coopératives de production et de consommation. Voilà. Bon, mais son chapitre de la coopération dans le capital montre que, justement, une des tendances du capitalisme, c'est de priver les travailleurs de la dimension coopérative du travail. Là aussi, il extrait, disons, cette dimension qui est en plus une dimension, Marx le disait, on revient au début, une dimension proprement anthropologique. C'est-à-dire que l'activité de travail comme activité humaine est une activité coopérative, en elle-même, en son essence. Donc un des grands enjeux pour le capital, c'est toujours de priver les travailleurs de la dimension coopérative de leur propre activité, et donc de les faire coopérer de l'extérieur, sur une base fixée par le capital. Voire même de rendre invisible la dimension coopérative de l'activité de travail. Donc un des enjeux de la lutte, des luttes sociales aussi sur le lieu de travail, c'est précisément la réappropriation par les travailleurs de la dimension coopérative de leur propre activité. Et donc c'est la revendication que l'activité de travail soit organisée sur une base dont les travailleurs et travailleuses décident eux-mêmes et elles-mêmes. À mon avis, c'est et ça devrait être un axe majeur des luttes que celle-ci. C'est-à-dire, c'est ce que Marx voulait dire. La libération des travailleurs, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut, là où on travaille, que ce soit une usine,
le bureau, l'université, voilà. On peut, mais il faut s'associer pour ça, hein, mais on peut lutter pour se réapproprier cette dimension coopérative du travail, et ça passe ça se traduit même par des choses très, enfin, c'est pas simple à obtenir, mais à penser en tout cas, c'est l'exigence de maximisation des procédures démocratiques sur le lieu de travail, sur les lieux de travail, hein, de démocratie dans l'entreprise, de démocratie dans la fonction publique, c'est-à-dire l'exigence que ceux qui travaillent décident eux-mêmes, hein, de la manière dont ils organisent leur travail, de ce qu'ils produisent, hein, qu'il s'agisse d'une production matérielle ou de services. Hein. On l'a vu, il y a eu des expériences là très récemment, au fond, en la matière pendant la pandémie, notamment à l'hôpital. Hein, dans l'urgence, là, la chaîne de commandement capitaliste, qui existe aussi à l'hôpital, depuis que c'est une machine à produire du soin, hein, et c'est quantifié. Hein, donc, la machine a privé les agents, les acteurs de leur propre coopération, eh ben, elle est tombée en panne. Hein, voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les gens se sont auto-organisés. Hein, vous avez des infirmières qui se sont mises à décider. Ah ben, elle m'a dit, la chaîne de commandement ne marchait plus. Hein, celle qui part non pas des médecins d'ailleurs tellement, hein, mais surtout de la sphère administrative et bureaucratique qui, comme partout ailleurs, compresse, hein, les travailleurs et les salariés, et ben cette chaîne s'étant interrompue ou étant voilà, en désordre, et ben les travailleurs et travailleuses se sont réorganisés sur place. Hein, et on a vu des infirmières coopérer avec des médecins au bénéfice des patients, faire avec ce qu'il y avait sur place, etc. Mais ce sont des expériences de coopération, de reprise en main, hein, du milieu de travail par ceux-là même et celles-là même qui sont actifs et actives. Donc voilà, ce serait ça l'utopie en question. Hein, c'est la réappropriation de la dimension coopérative du travail et donc la maximisation de la dimension démocratique de l'organisation du travail. Bon, j'aurais beaucoup d'autres questions, mais malheureusement, le temps imparti enfin voilà, est passé. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était une autre question, mais je vais le dire. C'était donc il y a pour vous, donc le travail est une question politique fondamentale, de par sa place structurante, et d'où l'enjeu d'avoir aussi une réappropriation philosophique aussi, parce que la production d'idées, à chaque fois on est comme ça, elle est aussi importante pour les humains, les concepts, les idées, les institutions qui nous permettent justement de penser et d'essayer de transformer les choses. Et donc, au regard donc je vous invite vraiment à lire ce livre, parce que vous, donc, collectivement, vous essayez justement de revoir un petit peu enfin, comment le dire, vous les résumerez mieux que moi, quoi, mais une sorte d'histoire donc de la philosophie en montrant comment elle a pensé cette dimension structurante et ses limites, un peu, qui donc, pour essayer peut-être de faire de la philosophie un outil conceptuel qui accompagne les luttes et qui permet peut-être de placer l'enjeu justement des combats à mener sur les questions qui permettraient réellement une transformation des choses plus en profondeur, même si déjà l'augmentation des salaires et la diminution du temps de travail, c'est quelque chose qui permet de changer la vie, mais qui ne va pas forcément redonner tout le sens nécessaire au travail pour les individus, et surtout de faire en sorte que le travail il soit émancipateur pour l'individu en tant que tel, mais qui permette aussi d'être le plus efficace pour que la collectivité réponde aux enjeux et aux défis qui se offrent, enfin qu'elle doit affronter. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Oui, mais ce que vous venez de dire, au fond, c'est la manière dont moi je conçois le rôle de la philosophie comme philosophie sociale. Hein. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui se laisse impulser parfois, qui doit toujours se laisser informer par les luttes sociales telles qu'elles sont menées et qui, en retour, peut aussi produire, en tout cas des outils, hein, permettant d'alimenter en théorie et en réflexion les acteurs sociaux en lutte dans la réalité de la société. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.